Le journal d'information présenté par Steve Nadjar. Bonjour Steve. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage. Comme tous les jours, vous pouvez nous suivre en live et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Au sommaire, le 5e anniversaire de l'attaque contre l'hypercachère. Une cérémonie sera organisée ce soir devant le commerce à la porte de Vincennes à Paris. On en parle avec mon invité, le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives, Yonatan Arfi. À suivre, la tension qui me semble retomber d'un cran au Moyen-Orient après la déclaration de Donald Trump hier après-midi. Un entretien s'est tenu dans la foulée entre le président américain et Benyamin Netanyahou. Et puis en France, une manifestation sous tension aujourd'hui à Paris contre le projet de réforme des retraites. Elle a démarré il y a quelques instants et les forces de police sont sur les dents. En fin de journal, le conseil ciné de la semaine avec le duo Elsa Zilberstein-Hippolyte Girardot pour l'une des plus belles histoires d'amour de la vie politique française pendant la guerre, celle de Jeanne Reichenbach et de Léon Blum. Radio J. L'émotion sera vive ce soir à la porte de Vincennes, 5 ans jour pour jour après l'attaque contre l'hypercachère. Une cérémonie d'hommage aux victimes est organisée à 19h30 à l'initiative du CRIF. Johan Cohen, 20 ans, Yoav Attab, 21 ans, Philippe Braham, 45 ans, François-Michel Saada, 64 ans. 4 vies fauchées par Amédi Koulibaly ce vendredi 9 janvier 2015 lors d'une prise d'otage antisémite. Bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président du CRIF. Yonatan Arfi, quel souvenir personnel gardez-vous de cette journée terrible du 9 janvier 2015 ? Écoutez, je me rappelle exactement, comme beaucoup de membres de la communauté, où j'étais précisément au moment où c'est arrivé. Je me rappelle également des longues heures d'attente de ce vendredi après-midi. Je m'étais rendu sur place et j'ai attendu derrière les barrières des policiers de longues heures. Vous étiez déjà membre du CRIF ? J'étais à ce moment-là déjà vice-président du CRIF et j'ai le souvenir évidemment de ce qu'a été la mobilisation, l'émotion de toute la communauté dans les heures qui ont suivi, dans une France qui était elle-même traversée par l'émotion de l'attentat de Charlie Hebdo 2 jours avant et puis de l'assassinat de Clarissa Philippe le lendemain matin. Donc on a tous en tête ces heures-là, avec l'idée que se commettait sous nos yeux quelque chose qui nous paraissait à la fois impensable, parce que c'est à chaque fois impensable, et en même temps avec un air de déjà-vu, parce que remontait d'un coup le souvenir évidemment de Toulouse 3 ans auparavant. Ça marque une date rupture, une date charnière dans l'histoire du judaïsme contemporain ? Non, je ne le pense pas, précisément parce que nous avions eu avant Toulouse et que pour la France entière, très souvent, on situe le début de la vague terroriste à 2015 et à donc Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et il y a quelque chose de profondément difficile à entendre pour les Juifs de France quand on entend que tout a commencé en 2015 parce que nous savons précisément dans notre chair que les choses ont commencé bien avant, et notamment en mars 2012 à Toulouse et Montauban, et que évidemment tout cela était en germe avec la montée de l'islamisme djihadiste depuis de longues années avant. Donc non, 2015 n'était pas une date historique au sens où elle aurait marqué un tournant, mais elle a meurtri la communauté juive parisienne évidemment très fortement. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, évoque néanmoins une perte d'innocence après ces attentats de 2015. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, je vais vous raconter une anecdote. C'est une amie accouchée ce jour-là précisément, et elle m'a raconté avoir été en larmes ce jour-là, le jour de la naissance de son enfant, parce qu'elle avait le sentiment qu'elle faisait naître un enfant juif en France, à un moment où précisément, au fond, le sol s'effondrait sous nos pieds, où l'avenir était remis en question. Et évidemment, ça l'a bouleversé, et ça a bouleversé au fond toutes les certitudes des Juifs de France. On a perdu, sur cette période des attentats, depuis 2012, on a perdu profondément ce qui faisait le naturel de l'être juif en France. Il y avait quelque chose plus forte encore, Yonatan Arfi, que au début des années 2000, au moment de la seconde intifada, vous êtes un militant associatif de longue date, notamment au sein de l'Union des étudiants juifs de France. Vous avez combattu l'antisémitisme de cette époque-là, au début des années 2000. Ce qu'on a vécu à partir de 2015 était beaucoup plus fort encore que ce qu'on a pu connaître au début des années 2000. Ce qui s'est passé au début des années 2000, c'est effectivement un bouleversement radical, puisque le fait juif que l'on vivait de manière, j'allais dire, naturelle et simple dans la société française auparavant. Alors évidemment, il y a toujours des cas différents. Enfin, globalement, on le vivait de manière très simple dans la société française, sans que cela ne pose de problème. Eh bien, d'un coup, on s'est réveillé avec une question, un stigmate. On était renvoyé aux faits juifs, à notre appartenance au peuple juif en permanence,
par les réflexions, le harcèlement, les agressions, et évidemment les actes les plus violents, les attaques de synagogues, les agressions de personnes et autres depuis 2000. Mais malgré tout, avec Ilan Halimi en 2006, dont il faut évidemment rappeler le souvenir, et Toulouse, puis l'Hypercacher, voilà, et puis la série plus récente malheureusement avec Mireille Knoll et Sarah Halimi, on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'une autre nature puisqu'on est passé au meurtre, à la perte de vie humaine, et ça marque un tournant qui n'était pas que dû à ces chiffres. C'est une nature, intégration plus globale à la lutte contre le terrorisme islamiste à nature internationale aussi en 2015. Oui, en fait, ce que 2015 a marqué pour le Juif de France peut-être, c'est une forme de sentiment d'avoir son destin davantage partagé avec le reste de la société française, parce que nous éprouvions dans le sang commun versé, celui de Charlie Hebdo, celui du Bataclan et donc celui de l'Hypercacher, nous éprouvions le fait que nous étions engagés dans un combat commun, l'ensemble des Français. Alors évidemment, les Juifs de France sont en première ligne, ils sont une cible privilégiée, mais ils ne sont plus seuls. Et ce sentiment que nous avons aujourd'hui des gens avec qui mener ce combat, des Français à nos côtés qui ont, comme nous, le sentiment que se joue quelque chose de décisif pour l'avenir de la démocratie française, eh bien, ces gens-là se trouvent à nos côtés depuis 2015. Et vous constatez une prise de conscience de la société en général? Ce que je constate, en fait, c'est que les Juifs de France ont eu un long sentiment de solitude depuis le début des années 2000 jusqu'à 2015, et que depuis le Bataclan, très certainement, qui a été un marqueur symbolique important pour la société française, il y a davantage de personnes qui ont conscience qu'aujourd'hui l'islamisme est une menace et que l'antisémitisme est un des symptômes de cet islamisme que l'on constate. Plusieurs médias nationaux ont dépeint ces derniers jours l'angoisse et la colère des Juifs de France. Les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018, et on devrait connaître dans les prochaines semaines les chiffres de l'année dernière, de l'année 2019. Comment le CRIF répond-il à ces sentiments mêlés des Juifs de France qui ne permettent pas toujours de se projeter dans l'avenir en France? Alors, d'abord, il faut savoir que les chiffres de 2019 sur l'antisémitisme ne seront pas bons. Nous le savons d'ores et déjà. Ils sont plus mauvais encore que ceux de 2018. On a constaté, en tout cas sur le premier semestre 2019, une augmentation très importante, plus de 70% encore par rapport à l'année, au premier semestre 2018, qui était donc lui-même en augmentation, comme vous le rappeliez, par rapport à 2017. Donc on est sur une tendance qui est extrêmement mauvaise en termes de nombre d'actes antisémites. En 2019, quels sont les facteurs d'aggravation que vous avez constatés? Alors, il y aura un rapport détaillé qui sera publié à ce moment-là par le SPCJ, ministère de l'Intérieur, effectivement, dans les prochaines semaines. Mais ce qu'on sait, c'est que les chiffres, en tant que tels, ne sont pas bons. Et par ailleurs, au-delà de l'évolution statistique, c'est-à-dire des chiffres, c'est l'évolution de la nature des actes antisémites aussi qui questionnent. On a de plus en plus le sentiment que ce ne sont pas seulement nos bâtiments ou nos symboles qui sont menacés, mais bien aujourd'hui les Juifs de France eux-mêmes, individuellement, qui peuvent être pris pour cible. Évidemment, les affaires de Sarah Halimi et Mireille Knoll, assassinées chez elles, chacune parce que juives, eh bien, ont marqué les esprits et sont le témoin de ce danger, entre guillemets, nouveau. Comment au CRIF on vit cette période? D'abord, en partageant avec chacun des Français juifs l'émotion, l'indignation et aussi parfois la colère. Il faut, je dirais, nommer les choses telles qu'elles sont. Il y a un sentiment, non pas de lassitude face à cet antisémitisme, mais bien de fatigue face au fait de voir ce phénomène se prolonger et ne pas trouver de barrière face à lui, de barrière ferme de la République, ou en tout cas suffisamment forte pour faire cesser le phénomène. Eh bien ça suscite chez nous, responsables institutionnels juifs, une colère, le sentiment que nous ne sommes pas suffisamment entendus, peut-être par les pouvoirs publics, d'une part, mais au-delà des pouvoirs publics, que la société française, dans son ensemble, ne saisit pas qu'à travers l'antisémitisme, on parle des Juifs, mais au fond, on parle surtout de la France. C'est la France qui est derrière, menacée dans ses valeurs, qui au fond, subira et subit les affres des antisémites, comme nous les subissons en premier lieu. Malgré la prise de conscience post-2015 dont vous parliez il y a quelques instants. Oui, parce qu'elle a commencé en 2015, mais elle est encore timide. Je regarde souvent du côté, évidemment, de ce qui se passe dans la société israélienne. En Israël, vous avez une société qui a conscience
de ce que c'est le danger terroriste, qui a conscience de ce que c'est qu'une vigilance collective. Donc tout ça sont des choses qui se mettent en place peu à peu en France, mais sur lesquelles nous avons énormément de retard. Le rôle du CRIF, c'est notamment d'accélérer cette prise de conscience en interagissant et en sensibilisant tous nos partenaires institutionnels. Le monde politique, bien sûr, c'est sans doute le milieu qui a le plus conscience des choses. Derrière le discours, ce sont des gens qui souvent comprennent, au fond, la menace que représente l'antisémitisme et, avec cela, l'islamisme. Mais c'est surtout la société civile, le monde académique et intellectuel, le milieu associatif, qui, parfois, ont une forme d'innocence ou de naïveté face à un phénomène dont on sait qu'il s'agit, au fond, d'un phénomène totalitaire et qu'il faut nommer comme tel. Vous êtes en contact, j'imagine, Yonatan Arfi, avec les familles des victimes et peut-être les autres personnes qui ont été retenues de force par Mehdi Koulibaly. Comment, pour reprendre le beau titre du livre de Maëlys de Kerangal, comment répartons les vivants après une telle journée, une telle épreuve ? C'est une question qui mériterait d'être posée pour le coup à des spécialistes du psychotrauma. Il y a effectivement des spécificités liées au traumatisme post-attentat. Il y a une cellule qui s'est développée dans la communauté pour travailler sur ces questions, dont l'OSE d'ailleurs fait partie. Il y a un travail qui est fait par les institutions dans son ensemble. C'est un sujet sur lequel on a aussi beaucoup à apprendre des Israéliens. Ils ont, sur ces questions post-traumatiques, post-attentat, une expérience sur laquelle on doit travailler pour pouvoir accompagner au mieux, je n'ose pas dire la vie, mais plutôt la survie de ceux qui sont des rescapés de ces attentats-là, parce que, au fond, de ce que disent ceux qui ont vécu ce genre d'événement, c'est que ils ont le sentiment... il n'y a pas une continuité dans leur vie entre leur vie d'avant et leur vie d'après. Leur vie d'après est un moment qui ne se définit que par le fait d'être après ce traumatisme, cet attentat. Premier jour du reste de leur vie, pour reprendre un autre titre. Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. Yonatan Arfi, vous restez avec nous, on marque une page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. Ne bougez pas. Radio J. L'apaisement plutôt que l'escalade, c'est l'orientation qu'a semblé prendre hier Donald Trump dans sa confrontation avec l'Iran. Le président américain s'est exprimé à 17h30 heure française, une quinzaine d'heures après les frappes iraniennes contre 2 sites militaires abritant des soldats américains en Irak. Le président américain a confirmé qu'aucun Américain n'avait été blessé par ces frappes. C'est une très bonne chose pour le monde entier. C'est félicité Donald Trump qui considère que l'Iran semble reculer. De nouvelles sanctions économiques vont désormais être prises contre l'Iran et s'ajouteront à la batterie de mesures visant d'ores et déjà Téhéran. Tant que je serai président des États-Unis, on ne permettra jamais à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, a martelé Donald Trump, qui appelle les Européens à renoncer à l'accord sur le nucléaire de 2015, mais aussi l'OTAN à s'impliquer beaucoup plus au Moyen-Orient. Pas de riposte américaine donc au tir de missiles d'hier nuit. La Maison-Blanche et de nombreux experts estiment d'ailleurs que les autorités iraniennes ont volontairement évité de causer des victimes américaines hier, tout en décidant de représailles à l'élimination du général Soleimani. Des membres des milices irakiennes pro-iraniennes appellent néanmoins toujours à la vengeance, et le commandant des forces aérospatiales des gardiens de la Révolution, Amir Ali Zadeh, prévient aujourd'hui que les frappes contre les bases d'Al-Assad et d'Erbil hier ne sont, je cite, que le début de l'opération Martyr Soleimani. Les explications relativement apaisées de Donald Trump n'ont en tout cas pas convaincu la classe politique américaine. La Chambre des représentants pourrait décider aujourd'hui de voter un texte visant à limiter les actes militaires de Donald Trump contre l'Iran. La Chambre basse américaine est dominée, comme vous le savez, par les démocrates, ce qui donne de bonnes chances au texte d'être adopté, en tout cas par cette Chambre. Ça ne sera pas probablement le cas au Sénat, qui est contrôlé par les républicains. En pointe dans ce débat, on trouve Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui a accusé le chef d'État américain d'avoir conduit, je cite, une frappe militaire disproportionnée et provocatrice contre le chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. Cet acte a mis en danger nos militaires, diplomates et concitoyens en créant le risque d'une grave escalade des tensions avec l'Iran, a dénoncé Nancy Pelosi, pour qui le président républicain a démontré, je cite, qu'il n'avait aucune stratégie cohérente. Donald Trump qui s'est entretenu hier par téléphone avec Benyamin Netanyahou. Au menu de leur discussion, les questions bilatérales et régionales, c'est ce qu'indique la Maison-Blanche, sans donner de détails supplémentaires. Le Premier ministre israélien qui avait haussé le ton un peu plus tôt dans la journée, ceux qui tentent de nous attaquer subiront des représailles fermes, a prévenu Benyamin Netanyahou. La dissuasion américaine a-t-elle été
rétabli hier face à l'Iran. C'est la question posée ce matin à Emmanuel Navon. Il est professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et il était interrogé par Pascal Zonshine. Je pense que les Iraniens font leurs calculs de façon assez rationnelle. C'est ce qu'ils ont prouvé avec cette attaque, à savoir qu'ils ne pouvaient pas ne pas se permettre de ne pas réagir, mais ils savent très bien que s'ils réagissent trop fort, eh bien les États-Unis eux-mêmes réagiront et que l'armée iranienne, évidemment, ne fait pas le poids face à l'armée américaine. Alors, les Iraniens savent que le président Trump est en année électorale, mais cela signifie deux choses. Cela signifie qu'il ne veut pas effectivement être entraîné dans une guerre généralisée avec l'Iran qui risquerait de porter atteinte à ses chances de réélection face à son électorat de base, mais cela signifie également que Donald Trump ne peut pas se permettre une humiliation qui porterait encore plus atteinte à ses chances de réélection. Et par conséquent, les Iraniens ont bien fait attention de ne pas faire de victimes américaines, parce qu'ils savent très bien que une réaction américaine très forte, eh bien, les mettrait en danger eux-mêmes, enfin le régime iranien. Donc il semble pour l'instant qu'il se comporte de façon rationnelle. Alors, si on a effectivement affaire à une réponse mesurée, comme vous le dites, Emmanuel Navon, de la part des Iraniens, à contrario, quelle est la stratégie américaine, ou en tout cas la stratégie du président Donald Trump ? Il semble que, pour l'instant, sa stratégie, c'était de réimposer des sanctions très lourdes sur l'Iran après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, en espérant que les Iraniens accepteraient de renégocier un accord qui serait beaucoup plus dur. Or, il semble que cela ne soit pas le cas jusqu'à présent, entre autres parce que les autres signataires de l'accord du JCPOA ne se sont pas retirés de l'accord et ne se sont pas joints au régime des sanctions des États-Unis. Donc, même si l'économie iranienne souffre des sanctions américaines, il y a en contrepartie les non-sanctions européennes, russes et chinoises et la continuation des importations d'hydrocarbures de l'Iran vers ce grand consommateur qu'est la Chine. Et par conséquent, la stratégie de Trump, pour l'instant, ne semble pas porter ses fruits, mais elle a également une contradiction fondamentale, à savoir que l'option militaire n'est pas crédible tant que Trump est en mode électoral. Et cela, les Iraniens le savent. Alors, ce bras de fer se déroule, on l'a vu, principalement entre l'Iran et les États-Unis. Quel est le niveau de menace en ce qui concerne Israël et quelle position est-ce que Israël doit tenir, Emmanuel Navon ? De même que les Iraniens comprennent la dissuasion en provenance des États-Unis, ils comprennent la dissuasion en provenance d'Israël. Le régime iranien sait très bien quelle serait la conséquence d'une attaque fatale contre les États-Unis, et ils savent très bien quelle serait la conséquence d'une attaque contre Israël. Jusqu'à présent, Israël garde un profil assez bas, même si le Premier ministre Netanyahou a exprimé son plein soutien pour les États-Unis, il s'agit de déclarations normales d'un pays allié. Mais, je le répète, les Iraniens, l'Iran a beau être un régime islamiste, les dirigeants iraniens ont prouvé à plusieurs reprises que leur processus décisionnel est rationnel et qu'ils comprennent très bien la dissuasion, qu'elle provienne des États-Unis ou d'Israël. Jonathan, êtes-vous inquiet des tensions récentes entre Washington et Téhéran ? Écoutez, alors comme tout le monde, on est toujours inquiet quand il y a des tensions qui croissent. Notamment pour Israël. Bien sûr, mais je suis rassuré quand je vois que les États-Unis reprennent leur rôle de gendarme du monde. Israël et le peuple juif ont besoin des États-Unis forts, des États-Unis garants du monde démocratique, garants aussi d'un Moyen-Orient préservé d'une trop grande influence iranienne ou d'une trop grande influence russe. Donc que les États-Unis s'impliquent sont pour nous évidemment un signe important. Ces tensions, on verra bien ce qu'elles donneront. On a le sentiment aujourd'hui qu'a priori l'Iran n'ira pas plus loin sur ce coup-là. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas rassuré de voir les Américains sur le terrain.
Jonathan Arfi, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle l'horaire de la cérémonie ce soir devant l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Elle démarra à 19h30. C'est dans ce contexte troublé dans la région que le département de la recherche du ministère israélien de la Défense a présenté hier sa nouvelle petite merveille. Il s'agit de lasers capables d'intercepter des drones et des missiles. 3 systèmes sont actuellement en cours de développement. Le premier viendra compléter au sol les capacités du dôme de fer. Le second assurera la protection des troupes, alors que le dernier permettra de s'attaquer aux menaces au-delà des couches nuageuses pour la défense des zones plus étendues. Nous entrons dans une nouvelle ère de combat avec des armes à énergie dirigée. C'est félicité le chef du département, le général Yaniv Rotem, qui estime que cette technologie entraînera un changement stratégique dans les capacités de défense de l'État d'Israël. La suite de l'actualité au Moyen-Orient. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Le Boeing 737 qui s'est écrasé hier matin à Téhéran avait fait demi-tour après un problème, a indiqué aujourd'hui l'organisation de l'aviation civile iranienne. L'appareil a pris feu avant l'accident alors qu'il était toujours en vol. Selon un premier rapport d'enquête préliminaire, l'avion a disparu des écrans radars au moment même où il atteignait une altitude de 8000 pieds, ce qui fait environ 2400 mètres. Le pilote n'a transmis aucun message radio concernant des circonstances inhabituelles, indique le texte. L'Ukraine a décrété un deuil national. Le Canada est particulièrement endeuillé par cette catastrophe, puisque 63 de ses ressortissants étaient présents à bord. Le Premier ministre Justin Trudeau a réclamé une enquête approfondie. L'autre titre de l'actualité israélienne aujourd'hui, c'est ce ciel qui continue à gronder. Des inondations sans précédent ont frappé le pays hier, notamment à Naria dans le nord. Un homme de 38 ans est mort après avoir tenté de sauver les passagers d'une voiture prise au piège, et ces pluies diluviennes devraient durer jusqu'à vendredi. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. À nouveau, du mauvais temps. La tempête annoncée par la météorologie nationale promettait d'être au moins aussi violente que celle de Shabbat dernier à Tel Aviv. Et malheureusement, d'une certaine manière, les prévisions sombres se sont concrétisées. Le Yediot Aharonot titre sur plus de la moitié de sa première page ce matin: le déluge et la catastrophe. Le déluge, c'est celui qui s'est abattu hier en Galilée occidentale et qui a transformé la ville de Naria en une Venise israélienne avec des torrents d'eau et de boue qui balayaient tout sur leur passage. Et la catastrophe, eh bien, c'est celle qui s'est produite hier lorsqu'un véhicule privé s'est retrouvé pris au piège du flux d'eau et que ses passagers ont été sauvés des eaux littéralement par un homme courageux, Moti Ben Shabbat, 38 ans, un père de famille qui a permis d'échapper à la mort, à 3 Israéliens qui étaient donc retenus prisonniers dans ce véhicule, mais qui lui-même a été emporté par le courant et a péri noyé. Ce matin, le Yediot Aharonot publie en première page la reconnaissance émue de Dima, le chauffeur du véhicule pris au piège, qui raconte comment en quelques secondes sa voiture est devenue prisonnière des eaux et comment Moti Ben Shabbat les a sauvés, lui et un enfant qui était avec eux. Moti Ben Shabbat est un héros, c'est un modèle pour tout le peuple d'Israël. Je suis tellement désolé qu'il ait payé de sa vie notre sauvetage. Mon cœur est brisé, a déclaré Dima, qui avait donc été prisonnier des eaux dans son véhicule et sauvé donc par Moti Ben Shabbat. À Naria, la nouvelle de la disparition dans des circonstances aussi tragiques de Moti Ben Shabbat a choqué la population qui connaît bien la famille, une famille dévouée, dit-on. Les images diffusées hier soir de la ville de Naria étaient impressionnantes. Des dizaines d'habitants ont été surpris par les inondations dues au fait que le Gahaton, la petite rivière qui traverse la ville, est sortie hier de son lit, ce qui est tout à fait exceptionnel, sans précédent dans l'histoire de la ville. Et on a pu voir acheminer les voir acheminer vers leur domicile, voir ces habitants prisonniers acheminés par des camions puissants de l'armée israélienne dépêchés sur place ou même par des pelleteuses. Une scène que l'on retrouve ce matin en une du Israël Hayom qui titre Le pays des fleuves et relate entre autres le sacrifice donc de Moti Ben Shabbat. La météo a annoncé qu'hier, en très peu de temps, ce sont des quantités particulièrement importantes de pluie qui se sont abattues sur la Galilée occidentale. Par exemple, 100 mm de pluie à Naria en quelques heures, provoquant ces inondations sans précédent. Et les experts estiment que le paroxysme de cette perturbation devrait intervenir aujourd'hui avec de fortes pluies dans le centre du pays, même dans le nord du Negev. Les quotidiens et les sites d'information indiquent que pendant plusieurs heures hier, 60 000 habitants de la ville d'Ashdod ont été privés d'électricité. Le plus célèbre météorologiste israélien, Dani Roup, a déclaré hier sur une radio israélienne: Dieu est en train de nous éprouver. Il a décidé que tant qu'il n'y aura pas de gouvernement en Israël, il nous frappera. Et cette mise en garde, d'une certaine manière un peu étonnante, est reprise ce matin dans le Ma'ariv. Quant au Haaretz, eh bien, il nous offre
en forme de consolation. Une donnée impressionnante également. Au cours des 24 dernières heures, le niveau du lac de Tibériade a augmenté de 23 cm, ce qui est tout à fait exceptionnel. Petite respiration et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la dernière partie de votre journal magazine. Au menu, la manifestation sous tension cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites. L'actualité en France avec Gabriel Attal, 4e journée de manifestation intersyndicale aujourd'hui. Le cortège est parti de la place de la République à Paris à 13h30 en direction de la place Saint-Augustin. C'est un parcours atypique qui suscite les craintes des forces de l'ordre. La police juge ce parcours risqué. C'est tout petit, la place Saint-Augustin, et la gestion des foules en fin de parcours peut devenir délicate, estime un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. 5500 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale. Et côté politique, à la veille de la conférence de financement, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a réaffirmé que si l'âge pivot restait dans la loi, ça serait non. La question de l'équilibre ne nous désintéresse pas, mais on ne peut pas la traiter par une mesure injuste que cet âge pivot. Si l'âge pivot reste dans la loi pour la CFDT, c'est non, c'est clair, a ajouté le leader du syndicat réformiste. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari, invité de BFM TV ce matin, a affirmé être persuadé de parvenir à un compromis demain lors de la conférence de financement. Ce qui nous rassemble avec la CFDT est bien plus important. Les syndicats réformistes, CFDT et UNSA. Quand on parle de l'équilibre financier, à 2027, c'est pas tout à fait rien du tout. C'est-à-dire que ça consiste d'abord pour un gouvernement à financer ses promesses, ce qui n'est pas tout à fait rien en démocratie. Ça permet aussi de financer les mesures de progrès social. On a beaucoup parlé des 1 000 € par mois, par exemple, comme mesure de retraite minimum. Et du côté de la mobilisation au niveau des grévistes, le taux de grévistes à la SNCF remonte à 32,9%, dont 66,6% des conducteurs de train. La justice libanaise interdit à Carlos Ghosn de quitter le pays. Cela fait suite à un interrogatoire au sujet d'une demande d'arrestation d'Interpol et une requête déposée par des avocats concernant une visite en Israël de l'ancien PDG de Renault-Nissan. L'ancien dirigeant a dû donner son témoignage concernant un rapport soumis à la justice libanaise par des avocats libanais sur son entrée en pays ennemi et sa rencontre avec un certain nombre de dirigeants israéliens, dont Ehud Olmert à l'époque. Carlos Ghosn, qui possède la nationalité libanaise, s'était rendu en Israël en 2008 dans le cadre d'un partenariat pour le lancement d'une voiture électrique. Or, le Liban interdit à ses ressortissants de se rendre en Israël ou d'avoir des contacts avec l'État hébreu. Interpellé hier en conférence de presse sur cette visite, l'ancien patron de Renault s'est excusé auprès des Libanais. Merci Gabriel Attal. Cinéma, maintenant avec un beau film en salle depuis hier, Je ne rêve que de vous, conte la passion de Jeanne Reichenbach, interprétée par Elsa Gilberstein. Pour Léon Blum, qu'incarne Hippolyte Girardot, nous sommes en 1940 et le couple va s'unir à Buchenwald pour le meilleur et pour le pire. On écoute un extrait de la bande-annonce du film de Laurent Heyman. Je pars pas avec toi, je reste. Reste. Qu'est-ce que vous lui trouvez? Rien. Tout. C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard? Ah, vous êtes là. Vous n'en faites qu'à votre tête. Dans ma tête, y'a que vous. Et on se quitte en musique avec Harry Kenstein, le légendaire israélien mort en 2013, aurait eu 81 ans il y a quelques jours. Poreach à Lilach, les lilas en fleurs, c'est le titre de cette belle chanson qui invite à l'espoir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Pont Neuf, présenté par Shlomo Malka. Bon après-midi, prenez soin de vous.